Le 30 juin 2026, en fin d'après-midi, l'Assemblée nationale s'apprête à faire voter pour la troisième fois un texte qui créait un droit à l'aide à mourir. C'est ce qu'on appelle un vote solennel, et donc avant le scrutin, chaque groupe parlementaire envoie un ou une de ses membres à la tribune pour expliquer son vote. Adrien Clouet, député LFI, monte défendre le texte. Et au moment de dire pourquoi, selon lui, il faut le voter, il décide de donner au texte sa caution la plus haute en convoquant Victor Hugo. La phrase qu'il cite, c'est la suivante. « Ce n'est rien de mourir, c'est affreux de ne pas vivre ». Et moi, cette phrase, je la connais. Il se trouve que Hugo, c'est une de mes nombreuses obsessions, peut-être plus intense d'ailleurs que beaucoup d'autres. La phrase, elle vient du tome 5, le dernier tome des Misérables, qui est divisé en livres puis en chapitres. Ici, c'est le chapitre 5 du dernier livre. Et quand je l'ai entendu à cette tribune, dans cette bouche, au service de ce texte, ce que j'ai ressenti, ce n'était pas encore de la colère. C'était quelque chose qui ressemblait plutôt à du dégoût, quelque chose de plus froid, de plus paralysant et proche de la sidération. En fait, c'était très précisément la sensation d'être en train d'assister à un cambriolage. On était en train de voler une phrase à quelqu'un, et pas à Victor Hugo, mais à tous les gens pour qui il l'avait écrite. À la toute fin du livre, Jean Valjean est en train de mourir seul dans un appartement presque vide après une vie de labeur et de dénuement. Depuis le mariage de Cosette, on l'a écarté d'elle, doucement, poliment, méthodiquement. Les visites se sont d'abord espacées avant de totalement cesser. Hugo consacre un livre entier à cette agonie et le titre qu'il lui donne, c'est « La décroissance crépusculaire ». Valjean cesse de s'alimenter, il cesse de sortir, il cesse d'être attendu par qui que ce soit, et quand, dans le passage qui nous concerne, Cosette et Marius finissent enfin par arriver, il est trop tard. Ce ne sont pas eux qui s'en rendent compte, c'est un médecin qui le leur dit. Il se penche vers Marius et il lui lâche exactement ces deux mots à l'oreille. Trop tard. Tout de suite après ça, Victor Hugo écrit. Jean Valjean, presque sans cesser de regarder Cosette, considéra Marius et le médecin avec sérénité. On entendit sortir de sa bouche cette parole à peine articulée. Ce n'est rien de mourir, c'est affreux de ne pas vivre. Et donc de quoi Valjean meurt exactement? Eh bien justement, Hugo a pris soin de nous le dire 2 fois pour être sûr qu'on ne puisse pas se tromper. La première fois, c'est un diagnostic. Quelques pages avant la scène, la concierge fait monter le médecin qui examine Valjean mais qui ne trouve aucune maladie. Ce qu'il conclut, c'est que cet homme a, selon toute apparence, perdu une personne chère et qu'on meurt de cela et de la solitude. C'est le seul avis médical du livre. Il n'y a rien à soigner parce que ce qui tue Jean Valjean, ce n'est pas quelque chose qui est dans son corps. Retenez ce que je viens de vous dire parce qu'il y a là-dedans quelque chose de bien plus intelligent que ce que ce député en a compris. La deuxième fois qu'il nous le dit, c'est au moment de révéler son épitaphe. Ce sont les tout derniers mots du roman. On nous décrit une pierre tombale sans nom inscrit dessus, sans aucune indication qui permettrait d'identifier la personne enterrée dessous, mais seulement un quatrain. Il dort. Quoique le sort fût pour lui bien étrange, il vivait. Il mourut quand il n'eut plus son ange. La chose simplement d'elle-même arriva, comme la nuit se fait lorsque le jour s'en va. Voilà de quoi meurt vraiment Jean Valjean. Pas d'une affection grave et incurable, pas d'une phase avancée, pas au terme d'un pronostic vital vaguement supputé. Il meurt d'une privation. Et ne pas vivre dans sa bouche, ce n'est pas un état de son corps, ce sont les conséquences concrètes de ce qu'on lui a fait subir. Alors si ça ne vous ennuie pas trop, j'aimerais qu'on prenne le temps de comprendre ce que cette phrase veut vraiment dire d'abord, et puis ce que ce député a voulu lui faire dire. Ce qu'elle veut dire chez Hugo, c'est qu'il existe des gens qu'on maintient en vie tout en leur retirant morceau par morceau tout ce qui fait une vie. Et c'est ça qu'il qualifie d'affreux. Pas leur corps, pas leur état, mais ce qu'on leur fait subir. Ne pas vivre dans cette phrase, ce n'est pas une action, c'est quelque chose de passif. C'est une privation, une exclusion et un acte commis par d'autres. Toute l'œuvre de Hugo tient dans ce verbe. En 1849, quand Hugo se tenait en haut de cette même tribune, dans cette même Assemblée nationale, ce n'était pas pour demander qu'on abrège quoi que ce soit. Il demandait à ce qu'on détruise la misère. Dans un cas où cette phrase serait citée honnêtement au Parlement, elle ne pourrait appeler qu'une seule espèce de loi, une loi qui rende aux gens les conditions de vivre. La citer pour une loi d'aide à mourir, c'est faire un aveu terrible sans s'en rendre compte. C'est approuver ce que dit la deuxième partie de la phrase, à savoir que la société empêche les gens de vivre, mais ne proposer comme réponse à ça que celle qui est présentée comme l'alternative la moins pire dans la première partie, à savoir la mort. Autrement dit, le contexte actuel ne permettant pas de vivre pleinement, nous allons proposer que vous puissiez mourir. Et puis donc il y a l'autre lecture, celle dont on ne peut pas être tout à fait sûr qu'elle est celle de ce député, mais dont à l'évidence on peut dire qu'elle est la seule qui expliquerait qu'on puisse trouver cette citation belle à cet endroit-là.
Dans cette lecture, ne pas vivre ne désigne plus ce qu'on fait subir à quelqu'un, ça désigne ce que quelqu'un est devenu. Être gravement malade, dépendre d'autrui, vivre avec un handicap, ce ne serait déjà plus vivre. La frontière entre la vie et son absence ne passerait plus entre ce qu'on donne aux gens et ce qu'on leur retire, elle passerait à l'intérieur des gens, dans l'espace qui séparerait les corps valides et puis les autres. Prononcée dans ce sens-là, la phrase ne décrit plus rien. Elle décrète. Elle déclare mortes des personnes qui sont vivantes, des personnes qui aiment, qui travaillent, qui créent, qui militent, qui regardent peut-être cette vidéo. Et une fois que des vies ont été déclarées mortes, les aider à mourir ne retire plus rien à personne. Dans un cas, la phrase accuse une société, et dans l'autre, elle l'acquitte et elle condamne à la place des corps. Ce retournement, ce n'est pas une maladresse de tribune, c'est une opération qui a une histoire, qui a une logique, un budget et qui a un nom. Et ce nom, c'est le validisme. La chercheuse Fiona Kumari Campbell définit le validisme comme un réseau de croyances, de processus et de pratiques qui fabriquent un certain corps, le corps valide, comme le seul corps pleinement humain, et qui fait du handicap un état diminué de l'être humain. Cet état diminué, c'est exactement ce que l'inculture de ce député lui fait lire dans la phrase qu'il a citée. Ce qu'il a fait, en somme, c'est de réciter avec Hugo en caution la définition la plus classique et la plus transparente du validisme. Alors, est-ce que je pense que ce député a fait ça avec cynisme? Non. Je pense que il a tapé des mots-clés, du genre citation mort, douleur sur Google, ou qu'il a demandé à ChatGPT de lui trouver une citation. Je pense qu'en la lisant, il l'a vraiment trouvée belle. Je pense qu'il a été sincèrement ému en la lisant à la tribune. Je pense qu'il croyait sincèrement rendre hommage à quelque chose en le faisant. Ici, on ne parle pas de quelqu'un qui a menti à l'Assemblée, on parle de quelqu'un qui a mal cherché ou qui a mal lu. Mais qui a mal lu avec sincérité, et je crois que c'est exactement ça qui devrait nous inquiéter. Justement parce qu'un réseau de croyances, de processus et de pratiques, ça ne se transmet pas par le cynisme. Ça n'a pas besoin d'idéologue ni de haine, contrairement à ce qu'on entend souvent. Ça se transmet par la sincérité. Ça passe par des chagrins, par des souvenirs, par ce qu'on a de plus honnête au fond de nous. Personne, ou presque personne, ne récite le validisme en ricanant. On le récite le plus souvent ému, les larmes aux yeux. Et des larmes, il y en a peut-être dans vos yeux à vous, derrière votre écran, ou depuis le début de ces débats. Parce que quand vous avez entendu « aide à mourir » pour la première fois, vous n'avez pas vu un texte de loi, mais vous avez peut-être vu un visage. Un grand-père, une grand-mère, quelqu'un que vous avez vu partir dans des douleurs que rien ne calmait, et qui demandait, avec des mots très clairs dans un discours très lucide, que ça s'arrête. Et ce souvenir, il a le droit de vous bouleverser. Cette souffrance, elle était réelle, cette demande, elle était sincère et elle était légitime. Je veux vraiment que ça soit très clair. Personne ne conteste la douleur des gens qui meurent et personne ne devrait avoir à défendre son chagrin. Si vous soutenez cette loi à cause de ce souvenir ou à cause de l'empathie que vous avez pour le souvenir d'autres que vous, ce n'est pas une faute morale et ce n'est même pas en soi une erreur de jugement. L'erreur, si erreur il y a, elle n'est pas dans votre chagrin. Elle est dans ce qu'on a laissé croire à votre chagrin. Et même si c'est un exercice infiniment difficile, parce que votre chagrin est une chose qui, bien attaquée, rend à la fois notre conviction plus facile à obtenir, mais également plus solide, pour ne pas dire têtu, même si c'est un exercice infiniment difficile, donc j'aimerais vous faire la démonstration que c'est ce qu'il s'est passé. Et en l'occurrence, savoir si ce texte est bien celui que votre souvenir vous fait soutenir, ce n'est pas une question philosophique. Il ne s'agira pas de débattre du bien ou du mal de la loi. La question que je veux poser ici, c'est une question administrative. Est-ce que la loi est celle que vous croyez? Et pour y répondre à cette question, la seule chose à faire, c'est de lire la loi. Et donc c'est ce qu'on va faire. Le texte, il s'appelle « Proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir », mais il ne s'est pas toujours appelé comme ça. La toute première version, celle du gouvernement au printemps 2024, s'appelait « Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et à la fin de vie ». Fin de vie, ces trois mots ont disparu du titre quand le texte est revenu en 2025, et ils n'ont pas disparu par hasard. Ils étaient devenus intenables. Ils étaient devenus intenables parce que, en réalité, il n'était plus question depuis longtemps de réserver ce droit à des personnes dont la mort est proche. C'est-à-dire que l'esprit de cette loi et son intention première ont été tellement mis à jour depuis son annonce que le législateur a été obligé d'en changer jusqu'à son titre. Mais votre connaissance de ce que cette loi contient, elle n'a pas été mise à jour. Et le nouveau titre, justement, Aide à mourir, c'est également un écran.
Ce que ce texte légalise porte en réalité deux noms, des noms qui existent depuis une éternité et que presque tout le monde comprend, mais qui sont invisibilisés derrière cette expression. Ces deux choses, ce sont le suicide assisté d'une part et l'euthanasie de l'autre. Le suicide assisté, c'est quand la personne prend elle-même la substance qui va la faire mourir, et l'euthanasie, c'est quand un tiers va lui administrer. C'est exactement ça qui est dans cette loi, hein. C'est pas un avis là, d'accord? C'est littéralement ce que porte la loi, et pourtant, si vous y cherchez les deux mots, vous ne les y trouverez pas. Et ça, c'est tellement flagrant que des parlementaires ont déposé des amendements pour les y inscrire, justement pour que la loi appelle les choses par leur nom. Et ces amendements ont été rejetés en bloc. Et donc pour ce qui est du contenu de la loi, pour ce qui est du texte, qu'est-ce que ça dit? Pour avoir droit à l'aide à mourir, il faut remplir 5 conditions. Il faut être majeur, résider en France de façon stable, être atteint d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale, présenter une souffrance réfractaire ou insupportable, et manifester une volonté libre et éclairée. Ces 5 conditions, ces 5 verrous, ils ont l'air très solides. Mais ce que les associations et les militantes et militants antivalidistes hurlent dans le vide depuis des mois, c'est justement qu'en les regardant de près, on sait qu'ils ne le sont pas. On ne le suspecte pas, on le sait. Le troisième verrou, par exemple, le plus grand, celui qu'on vous a vendu sur tous les plateaux télé, je vais vous le dire en entier. Il faut être atteint d'une affection grave ou incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital en phase avancée ou en phase terminale. Chaque mot de cette phrase a été négocié, et donc chaque mot a fini par céder du terrain. L'expression « quelle qu'en soit la cause », par exemple, elle a été ajoutée par amendement à la demande de l'ADMD, le principal lobby pro-euthanasie du pays, pour y inclure les États qui viennent d'un accident. Plus intéressant encore, pour l'expression « qui engage le pronostic vital », il a été décidé qu'elle ne bénéficierait pas de la précision que lui apporterait une échéance. Et donc votre pronostic vital peut être engagé de sorte à ce qu'on puisse prédire que vous pourriez mourir dans les 6 mois, comme dans les 2 ans, ou les 10 ans, ou les 20 ans. Bref, il n'y a rien. Or, des maladies qui engagent le pronostic vital sans donner de date, la médecine en connaît des dizaines, voire des centaines. La sclérose en plaques, la mucoviscidose, les diabètes, les lésions médulaires, les myopathies, les syndromes d'Ehlers dans l'os ou de Marfan, des maladies avec lesquelles les gens vivent pendant des décennies entières. À cela, vous me rétorquerez que la phrase n'est pas finie. Certes, il faut donc que cette maladie soit en phase terminale ou avancée. Ou avancée. La phase terminale, tout le monde voit bien ce que c'est. C'est la mort qui arrive de façon imminente. La phase avancée, spontanément, on se dirait, en se basant sur le contexte, que c'est ce qui vient juste avant, et donc qui annonce une phase terminale très prochaine. Sauf que, pas du tout. Le concept de phase avancée, la loi le définit très clairement. C'est l'entrée dans un processus irréversible marqué par l'aggravation de l'état de santé qui affecte la qualité de vie. Je vous laisse la phrase pour que vous puissiez bien la lire. Un processus irréversible, une aggravation, une qualité de vie affectée. Il n'y a pas une seule personne dans ce pays qui soit malade chronique ou handicapée et qui ne coche pas exactement ces 3 cases à un moment de son existence. Et si vous pensez que j'exagère, voilà ce qu'écrit le Sénat à ce sujet. Là, je ne vous parle pas d'un collectif militant et partisan du vote contre cette loi, je vous parle du Sénat sur sa propre fiche de présentation de la loi qui nous dit que la notion de moyen terme a été supprimée et remplacée par la phase avancée, je cite, « sans qu'aucune évaluation du pronostic vital ne lui soit associée ». Vous pouvez le vérifier facilement parce que c'est en ligne, il y a évidemment la source en description, et par cette phrase, la Chambre haute du Parlement vous informe elle-même que ce critère ne mesure absolument plus du tout la distance à la mort. Le quatrième verrou, c'est celui de la souffrance. Le texte nous dit que cette souffrance doit être réfractaire au traitement, ou bien insupportable selon la personne lorsqu'elle a choisi de ne pas le recevoir ou d'arrêter un traitement. Ce que ce quatrième verrou amène dans la loi, c'est le droit pour le patient d'accéder à la mort comme solution alternative à un traitement. Et évidemment, refuser un traitement, c'est un droit fondamental, encore heureux, sauf que rien n'est mis en place dans cette loi pour vérifier si ce traitement a bel et bien été refusé, ou s'il était juste inaccessible, hors budget, ou obtenable uniquement en s'inscrivant dans une liste d'attente de 2 ans. Pour le texte, il n'y a aucune différence entre ces 3 cas-là, qui sont absolument légion, et le cas où un patient aurait simplement effectivement refusé de recevoir le traitement. Le 5e verrou, c'est le plus célèbre et le plus célébré, la volonté libre et éclairée de la personne. C'est le bouclier qu'on brandit à chaque objection.
Et si c'est un bouclier, là encore, il faut qu'il soit solide. Et si on veut qu'il soit solide, eh bien il faut accepter tout ce qui pourrait venir le renforcer. Donc voyons ce que le Parlement a accepté de faire dans ce sens. Un amendement pour vérifier l'absence de pression financière et sociale sur la personne, rejeté. Un amendement pour permettre aux médecins de saisir le procureur en cas de doute sur la liberté de consentement, rejeté. Un amendement pour garantir un accès effectif aux soins palliatifs avant toute demande, rejeté. Le délit d'incitation qui punissait le fait de pousser quelqu'un vers l'aide à mourir, il a été créé en deuxième lecture, il vient d'être supprimé en juin 2026. Ce qui veut dire que dans la version qui a été votée le 30 juin, inciter quelqu'un à demander la mort ne constitue aucun délit spécifique. Il existe bien un contrôle du dispositif, c'est vrai, il a été mis en place, et il a été décidé qu'il n'interviendrait que après la mort de la personne. Et les personnes qui vivent en institution, en EHPAD ou en prison, sont éligibles, le texte disposant même que l'acte pourra se dérouler sur place. Alors j'aimerais vraiment qu'on se demande ce que libre veut dire pour ces personnes-là. Pas parce qu'elles seraient incapables de consentir, c'est pas du tout ce que je dis, mais parce que une volonté libre, ça suppose des alternatives, et que ces alternatives, l'État les leur a précisément retirées. C'est le principe. Quand on ne décide ni où on vit, ni ce qu'on mange, ni qui entre dans sa chambre, et que la seule porte de sortie qu'on nous ouvre désormais c'est la mort, le choix, ça ne veut plus rien dire comme mot. Une volonté libre et éclairée donc, mais dont la loi a refusé vote après vote de regarder les conditions d'exercice. Face à tout ça, la réponse du gouvernement tient en une phrase de la ministre en séance. Ce texte ne concerne que des personnes malades et en fin de vie et aucun critère ne saurait à lui seul ouvrir la porte à des personnes qui n'auraient pas rempli l'ensemble des conditions. Traduction, les personnes handicapées ne sont pas concernées, sauf celles qui remplissent les critères. C'est un cercle et je ne connais pas, pour ma part, une seule personne handicapée qui ne remplirait pas l'ensemble des critères. Je les remplis, mon mari les remplit et beaucoup de nos amis les remplissent. Pour être tout à fait transparent, beaucoup de nous ont failli ne pas les remplir, les critères, mais le 26 juin, 4 jours avant le vote, des amendements proposant d'exclure explicitement du dispositif les personnes autistes ou bipolaires ont été rejetés. Ce jour-là, une députée favorable au texte s'est opposée à cet amendement, expliquant à la tribune que ces personnes souffrent, je cite, non pas d'un manque de discernement, mais d'une maladie qui les empêche de vivre dignement. Voilà l'abjection totale à laquelle nous avons eu droit. L'autisme, qualifié en séance de maladie qui empêche de vivre dignement par une voix qui défendait le texte au nom de l'égalité d'accès. Encore une fois, la nausée, le dégoût et la honte. Bon, mais évidemment, une fois qu'on a dit tout ça, on n'a pas répondu à la vraie question, celle qui est posée par vos souvenirs et les miens. Et cette vraie question, c'est, du coup, on fait quoi des gens qui meurent vraiment dans des douleurs que rien ne peut calmer? Et justement, cette réponse, elle existe. Et cette réponse, elle a 10 ans, et elle s'appelle Claes-Leonetti. Depuis 2016, la loi Claes-Leonetti doit permettre aux personnes en fin de vie dont le pronostic vital est engagé à court terme et qui vivent dans des souffrances réfractaires de demander à être endormies. C'est pas un euphémisme, c'est littéralement ce que prévoit la loi. On les endort profondément et continuellement jusqu'à leur mort. Ça s'appelle la sédation profonde et continue et ça couvre exactement la situation du proche auquel vous pensez. En tout cas sur le papier. Sur le papier, en droit, c'est un concept assez clair. Les juristes distinguent notamment le droit formel, celui qui est écrit, et le droit effectif, celui qui existe pour de vrai dans la vraie vie des vrais gens. La Cour européenne des droits de l'homme a une formule pour ça depuis 1979, elle dit que les droits doivent être concrets et effectifs, et non théoriques et illusoires. Et justement, quand on regarde ces quatre mots, concret et effectif versus théorique et illusoire, et qu'on regarde ensuite ce que donne, par exemple, le droit aux soins palliatifs en France, qui est garanti par la loi depuis 1999, on commence à comprendre des trucs. Techniquement, ce droit, il existe, mais seuls 48% des besoins sont couverts. C'est le chiffre de la Cour des comptes de 2023. Environ 380 000 personnes par an relèvent de ces soins, et 1 sur 2 n'y accèdent pas. Une vingtaine de départements n'ont aucune unité spécialisée. Dans les EHPAD, l'offre est, je cite toujours la Cour des comptes, lacunaire, voire inexistante. Et à domicile, les soins palliatifs reposent sur une seule personne, le médecin généraliste, celui qui coordonne, celui qui suit la personne. Et la France, elle en compte environ 80 000 des médecins généralistes.
Entre 2020 et 2022, sur ces 80 000, seulement 1600 se sont formés aux soins palliatifs. 2% en 3 ans. Et du côté patient, 7,8% des Françaises et des Français ont rédigé leur directive anticipée, parce que personne ne sait que ces droits existent. La mission parlementaire, qui a évalué la loi en 2023, est arrivée à une conclusion que personne ne vous a montrée au journal de 20 heures. Quand les gens sont correctement pris en charge, ils cessent de demander la mort. Et l'année de ce rapport, en le présentant aux députés, la présidente de chambre de la Cour des comptes leur a dit ceci: commencez par appliquer la loi qui existe avant d'envisager autre chose. C'est littéralement la Cour des comptes, l'institution dont le métier est de rendre compte de ces réalités-là. Donc, même si c'est douloureux à recevoir, il faut le dire. Votre proche n'a probablement pas manqué d'une loi pour mourir, mais votre proche a probablement manqué d'un droit effectif à être soulagé. Et ça, pas un seul article du texte voté le 30 juin ne le répare. Et pire, les députés ont même massivement voté contre les quelques amendements qui visaient à le réparer. Tout ce que je vous dis là, cette lecture que je vous présente, elle ne vient pas de moi. Tout ce que je vous ai dit au sujet du titre, du droit fantôme, des critères, de la réalité des besoins des personnes, c'est pas ma production intellectuelle. Tout ce que je fais moi, c'est d'essayer de synthétiser au maximum ce qui a déjà été dit, répété, martelé, hurlé dans le vide, comme je le disais tout à l'heure, par des personnes qui l'ont dit plus tôt que moi et qui l'ont dit aussi avec infiniment plus de légitimité que moi. Mais malheureusement, avec parfois beaucoup moins de visibilité que celle dont je bénéficie sur cette plateforme. Elisa Rojas, notamment, a fait un travail phénoménal sur le sujet. Elisa Rojas est avocate et elle est handicapée. Elle a consacré à ce texte de loi un livre entier qu'elle a sobrement intitulé « Pour mourir, tapez 1 » aux éditions du Détour. Et elle raconte le travail qu'elle a dû faire pour pouvoir dire publiquement ce que je vous dis là. Elle raconte avoir dû jouer des coudes pendant 2 ans pour pouvoir être entendue. Il y a une grande désinformation autour de ce sujet et du texte en question, et on ne peut que déplorer en tant que militant handicapé que les médias n'aient pas donné la parole aux personnes concernées, malades et handicapées qui s'opposaient à ce texte, et que notamment les médias de gauche ont participé à cette désinformation et ne nous ont pas donné beaucoup d'espace pour nous exprimer. Autant ceux qui défendaient ce qu'on appelle l'aide à mourir, on verra ce que ça recouvre très exactement parce qu'en soi ça veut rien dire, eh bien eux ont eu un boulevard en fait pour s'exprimer, alors que nous on a dû lutter. La preuve, j'ai dû aller vous chercher pour que vous m'invitiez, en fait. J'ai dû vous convaincre, en fait. La définition de l'aide à mourir, et notamment des personnes qui sont éligibles, si vous la lisez rapidement comme ça et que vous êtes éloigné des questions de santé et de maladie, en effet, vous pouvez avoir l'impression que c'est précis et que c'est strict. Oui, Mais si on s'arrête sur chacun des termes, on va se rendre compte que pas du tout. Sont couverts par le texte, champ d'application très large, des tas de personnes avec des problèmes de santé, certes graves, évolutifs, potentiellement chroniques, mortels, etc., mais dont la mort n'est pas imminente, dont la mort n'est même pas prévisible. Donc, ça concerne un nombre considérable de malades. Il y a des tas de personnes prises en charge au titre de l'ALD qui pourraient répondre à cette définition. Donc, en fait, c'est ça qui est quand même perturbant, c'est que je ne suis pas certaine que les gens aient conscience de ce champ d'application extrêmement large et du fait qu'il est absolument plus question de s'adresser à des personnes mourantes. Ce que vous venez d'entendre, c'est une avocate qui lit un texte de loi. Pas un ressenti, pas une opinion, une lecture vérifiable, ligne à ligne. Alors maintenant, la vraie question, elle n'est plus dans le texte, elle est même complètement extérieure au texte, et c'est pourquoi est-ce que cette voix, vous l'entendez pour la première fois sur une chaîne YouTube et pas partout depuis 2 ans sur tous les plateaux télé qui ont parlé de cette loi. La philosophe Miranda Fricker a donné un nom à ce phénomène. Elle l'appelle une injustice testimoniale, le fait d'accorder moins de crédit à une parole non pas à cause de ce qu'elle dit, mais à cause de ce qu'est la personne qui la porte. On délégitime votre parole non pas parce que ce que vous dites est faux, mais parce que c'est vous qui le dites. C'est exactement le concept dont on a besoin pour rendre compréhensibles les 2 années qui viennent de passer. Les militants et militantes antivalidistes n'ont pas manqué d'arguments. Vous venez de les entendre, les arguments. Elles n'ont pas plus manqué de preuves, tout est sourcé, publié, en accès libre. Elles ont manqué de la seule chose qu'on ne peut pas fabriquer soi-même,
du crédit. On les a traités de catholiques réactionnaires, elles qui écrivent noir sur blanc que leur critique n'est ni religieuse ni réactionnaire, mais qu'elle est au contraire antifasciste. On leur a expliqué qu'elles étaient manipulées, trop émotives, pas objectives, bref, trop concernées. C'est abject comme reproche, c'est immonde, mais rendez-vous compte, trop concernées. Être la première personne visée par une loi sur la mort vous disqualifierait pour en parler. Alors, évidemment, un déficit de crédibilité, ça ne tombe pas du ciel. Il faut un préjugé pour le fabriquer. Et ce préjugé, c'est ce que le philosophe Joel Michael Reynolds appelle la conflation validiste. Cette conflation, elle tient en 4 pas dont chacun a l'air d'aller de soi. 1. Le handicap est un manque, un déficit. 2. Un manque, c'est un dommage. 3. Un dommage, ça fait souffrir. 4. Une vie handicapée est une vie de souffrance. 4 pas de bon sens apparent, et au bout, une certitude que personne n'a jamais vérifiée. À ta place, je préférerais mourir. Vous l'avez déjà pensé, cette phrase, et si vous me dites que ce n'est pas le cas, vous mentez. Et si vous pensez que j'ai tort, vous vous mentez à vous-même. Cette phrase, tout le monde, même nos proches les plus proches, quand ils voient mon mari aveugle et en fauteuil roulant, la pensent. Ils la disent pas comme ça, ils disent « je sais pas comment tu fais, moi à ta place je pourrais pas », mais ça veut dire la même chose. Tu pourrais pas quoi? Y a quoi au bout de cette phrase à votre avis? Une des toutes premières scènes de la philosophie occidentale, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est une scène qui se situe dans la cellule d'un condamné à mort. C'est dans le Cliton et c'est Socrate qui attend la ciguë. À quelques jours de son exécution, Socrate demande si la vie vaut la peine d'être vécue avec un corps ruiné, corrompu, en mauvais état. Et Criton répond « en aucune façon ». À ce moment-là, la certitude qu'une vie abîmée ne vaut plus la peine d'être vécue a déjà été posée au fondement de notre héritage philosophique, à côté d'une substance létale. Une génération plus tard, Aristote la transforme en loi. Dans La Politique, Aristote désire qu'une loi interdise qu'on puisse élever un enfant qui soit difforme. La pensée qui est montée à la tribune le 30 juin a 2400 ans. Elle est plus vieille que l'Assemblée, que la France et qu'Hugo réunis. Et elle a été approuvée, comble de l'anachronisme, par un dispositif de vote électronique. La technique a évolué, pas les mentalités. Et en l'occurrence, les mentalités ont des choses sur lesquelles s'appuyer pour pouvoir évoluer. En 1999, 2 chercheurs, Gary Albrecht et Patrick Devlieger, publient une étude restée célèbre sous le nom de « paradoxe du handicap ». Leur constat, c'est qu'une majorité de personnes vivant avec des handicaps lourds et persistants déclarent une qualité de vie qui est soit bonne, soit excellente, pendant que les personnels soignants, les proches, les passants prédisent unanimement l'inverse. Les vies que tout le monde jugeait invivables sont déclarées bonnes par les seules personnes qui les vivent. Alors évidemment, c'est extrêmement validiste de parler de paradoxe ici, donc on peut considérer qu'on a ici affaire à un paradoxe au sens originel du terme, paradoxa, contre la vie générale. C'est pas que c'est contradictoire de trouver que notre qualité de vie soit satisfaisante alors qu'on est handicapé, c'est que l'opinion générale est absolument persuadée de l'inverse. La valeur d'une vie, tout comme la visibilité d'un handicap, c'est une propriété du regard et pas du corps de la personne regardée. À la fin, quand on s'éloigne un peu pour regarder le tableau, on a une population qu'on ne croit pas quand elle dit que sa vie est bonne, qu'on ne croit pas quand elle dit ce qui lui manque pour vivre, qu'on ne croit pas quand elle analyse une loi texte à l'appui, mais une population qu'on croit immédiatement, absolument, sans aucune nuance, à laquelle on accorde un crédit illimité dès qu'elle prononce une phrase, et une seule phrase qui est « je veux mourir ». Quand une personne handicapée dit « je veux vivre », il me manque une auxiliaire de vie, un logement accessible, une allocation au-dessus du seuil de pauvreté, sa parole, elle pèse le poids d'une vague plainte. On soupire, on lui parle de budget, on lui explique que tout le monde ne peut pas tout avoir. Quand la même personne dit « je veux mourir », sa parole devient soudain sacrée, souveraine, définitive, libre et éclairée. On ne nous croit jamais, sauf quand on demande à être tué, parce que c'est la seule chose qui soit simple à nous donner et qui fasse taire nos plaintes. Ce double standard, il a été documenté en France par le collectif Les Dévalideuses. Une personne valide qui exprime des idées suicidaires déclenche une urgence, un numéro national, des protocoles de prévention. Une personne handicapée qui exprime exactement les mêmes idées déclenche de la compréhension. À sa place, je ferais pareil. Le suicide des uns est une crise à empêcher, le suicide des autres est un droit à organiser.
La personne qui raconte selon moi le mieux cette inversion, c'est Harriet McBride Johnson. Harriet McBride Johnson, c'est une avocate en Caroline du Sud qui vit avec une maladie neuromusculaire depuis la naissance. Elle raconte que quand elle est dans la rue, sur son fauteuil électrique, des inconnus l'arrêtent régulièrement pour lui dire, en la regardant dans les yeux, « Si je devais vivre comme vous, je crois que je me tuerais ». Ces personnes disent ça à une avocate qui est en route pour son cabinet. Elle a longtemps pris le temps de répondre poliment, de dire que sa vie lui plaisait, qu'elle n'avait pas plus de raison de se tuer qu'eux, et puis elle a écrit pourquoi ces conversations ne menaient nulle part, parce que ces gens croient tout savoir d'elle en la regardant et qu'elle ne peut pas les convaincre que ce n'est pas le cas. Et c'est exactement ça qu'on appelle la conflation, un savoir total, instantané, qui dispense de poser la moindre question. En 2002, Johnson est allé débattre à Princeton contre Peter Singer, un des philosophes les plus influents du monde, qui défend publiquement le droit des parents de faire euthanasier leur bébé handicapé. Johnson, elle l'appelait « l'homme qui me veut morte ». Et au moment de prouver qu'une vie handicapée vaut objectivement moins, le grand philosophe a sorti son argument décisif. Imaginez-vous un enfant handicapé sur une plage qui regarde les autres enfants jouer. C'est tout. Face au niveau de son argument, Johnson se retrouve affligé et se note presque déçu. C'est une image de Téléthon. Voilà à quoi nous ont mené 25 siècles de certitudes philosophiques sur nos vies quand on gratte un peu. Une image de Téléthon. Alors, évidemment, je le répète pour avoir la certitude de m'être bien fait entendre, rien de tout ça ne juge une personne malade ou handicapée qui demande la mort. Il y en a dans ma communauté, il y en a peut-être parmi vous. Ce qui est jugé ici, ce n'est pas leur demande, c'est une organisation sociale qui ne leur a laissé que cette demande à formuler et qui ne les écoute que le jour où elle est formulée. Et puis, il reste les points les plus sensibles, les points les plus dérangeants, c'est-à-dire que si cette certitude est fausse et qu'elle est documentée comme fausse depuis 25 ans, comment ça se fait qu'elle tienne encore debout ? Et là, malheureusement, c'est difficile de ne pas voir le fait qu'une erreur qui fait faire des économies à un pays, ça arrête vite d'être une erreur et ça devient une infrastructure. Donc on est d'accord que pour vérifier ça, il faudrait aller suivre l'argent. Et pour une fois, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'enquête, il n'y a pas besoin de fuite, il n'y a pas besoin de lanceurs d'alerte, parce que les promoteurs de cette loi l'écrivent eux-mêmes depuis 30 ans. Derek Humphrey, c'est le cofondateur de la Hemlock Society, le plus ancien lobby du suicide assisté au monde. Un homme qui a consacré sa vie à faire adopter ces lois. Et en 1998, dans un livre qui s'appelle Freedom to Die, il pose noir sur blanc l'argument qui finira par les faire passer, ces lois-là. Cet argument, ça ne sera ni la liberté ni la compassion, ce sera celui que personne n'ose prononcer à voix haute, la maîtrise des coûts. C'est pas une association antivalidiste qui dit ça pour salir le mouvement, c'est le militant le plus célèbre du mouvement qui vous en explique la stratégie. 3 ans plus tôt, le magazine conservateur américain Weekly Standard l'avait prononcé à voix haute. Leur explication tient en quelques mots « Les malades coûtent cher, les morts ne sont un fardeau pour personne ». Et quand ces idées passent devant les tribunaux, elles n'éprouvent même plus le besoin de se cacher. Jack Kevorkian, le médecin qui a médiatisé le suicide assisté dans les années 90, écrit dans une déclaration officielle à un tribunal que l'auto-élimination volontaire des vies mortellement malades ou estropiées, c'est son mot, estropiées, ne peut que bénéficier à la santé publique. Et en 1996, une cour d'appel américaine juge acceptable que des personnes en phase terminale prennent en compte, au moment de choisir la mort, le bien-être économique de leur famille. Et ça, c'est écrit dans un arrêt. Toutes ces pièces, d'ailleurs, elles sont assemblées dans un recueil qui s'appelle Capitalism and Disability de la chercheuse Martha Russell. En Oregon, le premier État américain à avoir appliqué une loi de suicide assisté en 1997, le mécanisme tourne à découvert. Le programme public d'assurance santé a été ajusté pour couvrir le suicide assisté. Et au même moment, le même programme restreignait pour des raisons budgétaires la prise en charge d'un antidouleur central. C'est-à-dire que le même budget qui rationne un antalgique finance la substance létale. Il n'y a pas de complot là-dedans. Il n'y a pas de méchant dans un bureau qui veut tuer des pauvres. Il y a une colonne de dépenses et une colonne d'économie et des vies qui sont rangées dans la mauvaise colonne. Et quand, dans une étude américaine, des chercheurs et des chercheuses ont demandé aux gens ce qu'ils fuyaient exactement quand ils choisissaient la mort, 30% des malades graves hospitalisés déclaraient préférer mourir plutôt que d'aller vivre en maison de retraite. Ces personnes-là ne préféraient pas mourir plutôt que de vivre avec leur maladie. Ces personnes préféraient mourir plutôt que de vivre en institution.
Ce que les gens fuient, c'est pas une vie diminuée. Ce qu'ils fuient, c'est ce qu'on a prévu pour eux. Et ce qu'on a prévu pour eux, c'est pas une fatalité biologique. C'est une politique publique. Au Canada, l'aide médicale à mourir est légale depuis 2016 et le bilan en 2023, c'est 15 343 morts, soit 4,7% de tous les décès du pays. Ça représente une mort sur 21. Il existe là-bas une ligne téléphonique dédiée avec une voix préenregistrée qui vous met en relation avec un professionnel capable d'initier la procédure. C'est de là que vient le titre du livre d'Elisa Rojas, Pour mourir, tapez 1. Le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU a écrit au Canada pour l'alerter sur son dispositif après que la presse a documenté des demandes de mort motivées par la pauvreté, par un logement inadapté et par des années d'attente pour des aides qui ne viennent pas. Et le Canada, au moins, a fait ses comptes, c'est-à-dire que les économies réalisées par le dispositif ont été calculées et publiées. Donc revenir en arrière maintenant, ce n'est plus un choix philosophique, c'est un risque économique. En Angleterre, où un texte similaire est en discussion, l'étude d'impact officielle chiffre noir sur blanc les économies attendues pour le système de santé. Et niveau chiffres, en France, il n'y a rien. Alors ce rien, c'est pas une prouesse administrative spécifiquement française, parce que quand le texte est revenu en 2025, après la dissolution de l'Assemblée nationale, il est revenu sous forme d'une proposition de loi, donc déposée par des députés. Et une proposition de loi, contrairement à un projet de loi qui serait lui avancé par le gouvernement, est dispensée d'études d'impact. Ce qui veut dire que la France s'apprête à légaliser la mort administrée sans avoir produit à aucun moment le calcul de ce qu'elle coûte et de ce qu'elle rapporte. Sans l'avoir produit publiquement, tout du moins. Et ça, ce que ça veut dire, c'est extrêmement grave. Ce que ça veut dire, c'est que nous sommes le seul pays qui a choisi la procédure qui dispense de présenter le calcul. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le pays ne compte pas. Il compte même très bien, mais il compte plutôt dans l'autre sens. L'allocation aux adultes handicapés à taux plein est sous le seuil de pauvreté. Elle l'a toujours été. Elle est d'environ 1 000 € quand le seuil tourne autour de 1 200 €. Le plafond des indemnités maladie a été abaissé en 2025 et le 5 juin 2026, pendant que l'Assemblée nationale examinait la loi sur l'aide à mourir, la ministre des Comptes publics a annoncé son grand projet, un SMS envoyé après chaque consultation, chaque passage en pharmacie, chaque hospitalisation, pour dire combien le soin a coûté et combien la sécurité sociale a remboursé. Une économiste de la santé est venue défendre l'idée sur le service public en expliquant qu'il fallait, je cite, « prendre conscience de combien on coûte à la collectivité ». C'est-à-dire que le mois où on votait le droit de mourir, on inventait le ticket de caisse du malade. Et la ministre de la Santé, qui copilote ce projet de SMS, s'appelle Stéphanie Rist. C'est la même ministre qui, le 22 juin, à la tribune de l'Assemblée, jurait que l'aide à mourir ne serait jamais proposée, jamais suggérée et jamais encouragée. Donc observez les deux faits, le SMS d'un côté, le fait qu'on ne suggère rien à personne. Moi, je ne fais aucun procès d'intention, je vous donne les deux éléments et puis je vous laisse la liberté d'en faire votre propre lecture. Il y a un an, sur cette chaîne, je vous parlais de mourabilité, cette tolérance collective, silencieuse, jamais écrite nulle part, à la mort de certaines catégories de personnes du moment que ça ne coûte rien et que ça ne dérange pas le récit commun. Et effectivement, à l'époque, c'était ça la définition, quelque chose qui ne s'écrit nulle part, qui flotte dans les budgets, dans les priorités, dans les silences. Depuis le 30 juin, ça ne flotte plus. Ça a des critères, une procédure, un formulaire. Ce qui était un climat est devenu une loi explicite. Et il se trouve qu'une société qui range des vies dans une colonne comptable, l'Europe sait déjà où ça mène. Et je suis vraiment désolé, mais il faut en parler. Et il faut en parler avec une précision d'horloger, parce que la précision, c'est exactement ce qui manque à toutes celles et ceux qui hurlent au point Godwin. Le validisme, que je nommais au début de cette vidéo, c'est un mot que j'ai choisi par prudence, en sachant que le vrai mot que je voulais vraiment mettre à cet endroit, ça allait être l'étape suivante. Parce que chaque fois que le validisme s'est donné les pleins pouvoirs, l'histoire lui a donné d'autres noms. En 1920, en Allemagne, deux hommes très respectables, Karl Binding, un des juristes les plus respectés de son temps, et Alfred Hoche, un psychiatre, publient un livre qu'ils intitulent « L'autorisation de la destruction des vies indignes d'être vécues ». Les vies indignes d'être vécues, Lebensunwertes Leben, c'est exactement cette deuxième lecture de la phrase de Hugo, celle du 30 juin, mais écrite 106 ans plus tôt en allemand. Et ce livre, c'est pas un pamphlet de haine, c'est un texte calme, compatissant, plein de sollicitude, qui parle de délivrance, de fardeau, de mort miséricordieuse, et un livre écrit par deux humanistes déclarés.
20 ans plus tard, le programme que ce livre a rendu pensable assassine entre 200 000 et 300 000 personnes handicapées et psychiatrisées. L'histoire l'appelle l'Action T4, son surnom administratif à l'époque c'était Programme d'euthanasie. Ces exécutants étaient des médecins, ces outils étaient des formulaires remplis par les institutions avec des critères. Et vous comprenez maintenant pourquoi je tenais à ce qu'on lise les critères. Et donc tout ça, ça a un nom, celui que je n'ai pas dit tout à l'heure pour ne pas vous entendre hurler à la paranoïa, et ce nom c'est l'eugénisme. Alors pas l'eugénisme des films avec des uniformes, des cris et une musique inquiétante, mais l'eugénisme comme logique. La philosophe Rosemary Garland Thompson appelle ça la logique eugéniste, la croyance toute simple, toute propre qu'un monde sans handicap serait un monde meilleur. Et cette logique, elle le précise bien, n'a besoin ni d'un état totalitaire ni de mauvaises intentions pour fonctionner. Elle a juste besoin qu'on soit d'accord sur quelle vie compte, sur quelle vie valent le coup d'être vécue. Alors, est-ce que je suis en train de dire que la France de 2026, c'est l'Allemagne de 1940 ? Non, je ne compare ni les régimes, ni les intentions, ni les personnes. Ce que je compare, c'est plus étroit, plus précis et beaucoup plus dérangeant. C'est la grammaire. Elisa Rojas, en s'appuyant sur l'historien du nazisme Johann Chapoutot, décrit cette grammaire en 2 mouvements. Le mouvement 1, c'est de dévaluer les vies en cause, de dire que ce ne sont plus tout à fait des vies. Et le mouvement 2, c'est d'aller anoblir l'intention de ceux qui donnent la mort. Hier, c'était la délivrance, aujourd'hui, c'est le soin. Johann Chapoutot appelle ça une prise de judo sémantique. On ne combat pas le vocabulaire de l'humanisme, on le retourne. Et ces 2 mouvements de cette prise de judo sémantique, on vient de les entendre à 14 mois d'écart. D'abord, on a entendu la phrase « Il y a parfois pire que la mort » à la tribune de l'Assemblée nationale le 22 juin 2026 dans la bouche d'un défenseur du texte. Ça, c'était le mouvement 1. Et puis, on a entendu aussi la phrase « L'aide à mourir sera une aide à vivre », phrase prononcée par le rapporteur général du texte sur Europe 1. Et c'est exactement le mouvement 2, anoblir l'intention de celui qui donne la mort. Et le détail le plus vertigineux de toute cette histoire, c'est que ses promoteurs la connaissent. Olivier Falorni, l'auteur du texte, refuse le mot euthanasie, et il l'a expliqué lui-même, parce que le Troisième Reich a souillé ce mot en exterminant des centaines de milliers de personnes handicapées sous ce nom. Cette horreur, cette immondice, cette ignominie, c'est le rapporteur du texte qui le dit. L'histoire est donc connue, admise, citée par son propre auteur en référence. Et la réponse qui lui est apportée, c'est un changement de vocabulaire. La structure reste, le mot s'en va. On ne répare rien, on rebaptise. Et si vous pensez que la France contemporaine est immunisée contre le tri des vies, rappelez-vous du printemps 2020. Pendant le Covid, des consignes de triage ont circulé dans les hôpitaux avec des scores de fragilité. Des scores qui étaient prévus pour aider les soignantes et les soignants à décider qui accéderait à la réanimation, avec l'âge, l'autonomie et le handicap qui entraient dans le calcul. Charlotte Puiseux y a d'ailleurs consacré un chapitre de son livre. Ça, c'était il y a 6 ans en France, pas en 1940 en Allemagne. Face à tout ça, il y avait des gens pour vous prévenir. Des gens que vous n'avez pas pris la peine d'écouter ou de consulter avant de vous faire un avis sur cette loi. Des gens que les députés ont sciemment ignorés pendant des dizaines de mois. Et maintenant que vous savez à peu près ce qu'il y avait à entendre de leur voix, j'aimerais quand même qu'on fasse un tour d'horizon de ce qui a existé dans ce silence insupportable. Il y a eu des livres, celui d'Elisa Rojas que vous connaissez maintenant, il y a eu ceux de Charlotte Puiseux, docteur en philosophie et psychologue, qui raconte dans De chair et de fer ce que la France fait aux enfants qu'elle condamne d'avance, et qui a aussi co-signé Plutôt vivre, un livre collectif entièrement consacré à répondre à la phrase de tout à l'heure, le fameux « à ta place je préférerais mourir ». Dans ce silence, il y a aussi eu du droit. Le CLHEE, le collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation, a publié une analyse du texte, ligne à ligne, article par article, et disponible en accès libre. Une partie de ce que vous avez entendu aujourd'hui vient de là. Il y a eu des données, le double standard sur la prévention du suicide, c'est le collectif Les Dévalideuses qui l'a documenté. Il y a eu des choses qui ont été faites par la voie civique, la voie la plus scolaire de toutes, le Front de gauche antivalidiste et sa lettre ouverte aux députés, leurs milliers de signatures recueillies, qui était un travail qui a notamment été relayé par Elena Chamorro dans Mediapart. Il y a eu Odile Morin qui s'est battue jusque dans l'écriture des programmes des partis, il y a eu des rendez-vous avec des parlementaires qui ont été obtenus et honorés et dont Rojas raconte comment ils se sont terminés à chaque fois. On s'est fait envoyer bouler. Il y a eu des témoignages, comme celui d'Edwige Moutou, co-signataire de la lettre, sur ce que ce texte dépose très concrètement dans le quotidien des personnes concernées.
Et ce silence, il a été international. On a eu Liz Carr, une actrice britannique qui a conçu Better Off Dead, un documentaire accessible entièrement gratuitement sur YouTube. Reed Davenport, un cinéaste états-unien qui a réalisé Life After, primé à Sundance. Il y a eu Not Dead Yet, le mouvement fondé par Diane Coleman en lutte contre ces dispositifs depuis Kevorkian. Il y a eu Harriet McBride Johnson, Martha Russell, et j'en passe. Et puis derrière ces personnes-là, il y a eu un champ académique entier, 40 ans d'études critiques du handicap. Fiona Kumari Campbell, Joel Michael Reynolds, Miranda Fricker. Cette vidéo, elle s'appuie aussi en grande partie sur leurs travaux. Et puis évidemment, il ne faut pas oublier l'organe créé exactement pour ce genre de questions, le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU, qui a écrit à la France pour lui transmettre sa grande inquiétude vis-à-vis de ce texte, exactement comme il l'avait fait pour le Canada avant elle. Donc on a eu des livres, des analyses juridiques, des données, une lettre ouverte, des rendez-vous, des témoignages, des documentaires, 40 ans de recherche et l'ONU. Voilà tout ce qui a existé sans réussir à percer le silence. Il a été assourdissant ce silence, et tout ce qu'il a étouffé, ce sont des choses qui ont été traduites, filmées, accessibles, voire carrément gratuites et donc à la portée du premier attaché parlementaire venu. À chaque étage de la démocratie, quelqu'un a parlé, dans les formes et avec les preuves. Et à chaque étage, la parole a rebondi sur le même mur. Le boss de fin des luttes antivalidistes, l'injustice testimoniale, quand il a atteint sa forme finale, il cesse d'être un concept politique, et ce qu'il devient, c'est une politique publique, votée, dos à une bibliothèque. La pire insulte contre la sensibilité, l'intelligence et la recherche qui soit. Dans son livre, Elisa Rojas nous laisse un outil, un test qui tient dans une poche. Pour savoir si une mesure est un progrès, on se place du côté des personnes les moins privilégiées, celles qui subissent le plus de contraintes, et on se demande, face à cette mesure, leur marge de manœuvre sera-t-elle réelle ou illusoire? C'est tout. Ce test, la gauche l'applique partout, au travail, au logement, aux frontières, etc. Sur le handicap, elle ne l'applique jamais. Pas un peu, pas de temps en temps, pas à la marge, jamais, nulle part. Croire qu'on sait mieux que les personnes concernées ce qui est bon pour elles, on vient de passer une demi-heure à expliquer ce que ça produit. Et ce mécanisme-là, il n'épargne personne, et notre camp encore moins que les autres, parce que c'est le seul à être persuadé d'en être totalement vacciné. Et c'est pas vrai partout. Le Parlement écossais a rejeté un texte comparable en dernière lecture en mars 2026. Comme quoi, écouter les personnes concernées avant de voter, ça se fait, ça se fait même plutôt très bien. En tout cas, ça s'est fait il y a 4 mois en Écosse. Ça va, c'est pas loin l'Écosse, les nouvelles ont le temps de nous parvenir. En France, il reste à peine une semaine. Le 15 juillet, l'Assemblée nationale votera une dernière fois sur ce texte. C'est le droit au dernier mot que lui offre la Constitution. Moi, pour cette vidéo, j'aimerais offrir le dernier mot à 2 personnes. D'abord à Charlotte Puiseux. Elle avait à peine quelques mois quand des médecins ont conseillé à ses parents de ne pas s'attacher à elle et de la confier à une institution où elle pourrait mourir discrètement. Ces médecins se sont trompés en réalité 2 fois. Une première fois sur les faits, puisque cette enfant, aujourd'hui, elle est devenue docteur en philosophie, psychologue et autrice, et une deuxième fois sur le principe, parce que sa vie n'aurait pas valu un gramme de moins si elle n'était devenue rien de tout ça. Ensuite, Harriet McBride Johnson. Elle a grandi avec des pronostics qui la condamnaient, persuadée chaque année qu'elle vivait sa dernière année. Devenue adulte, elle a compris que ces condamnations relevaient de la fraude, et elle a passé le reste de sa vie à se demander combien d'enfants étaient morts en croyant les prédictions, et combien avaient vécu sans jamais apprendre que leur vie avait de la valeur. Quand elle a écrit ses mémoires, elle leur a donné un titre qui règle ses comptes avec tous les pronostics du monde, « Too late to die young ». Trop tard pour mourir jeune. Trop tard. Trop tard, c'était les 2 mots exacts que le médecin avait murmurés à l'oreille de Marius au chevet de Jean Valjean. En 1849, du haut de cette même tribune où on a cambriolé sa phrase, Victor Hugo avait réclamé une seule chose, qu'on mette fin à la misère. Et 177 ans plus tard, on lui a fait cautionner un texte qui s'en accommode. D'ici au 15 juillet, les collectifs cités en description expliquent comment écrire à vos députés. C'est pas grand-chose, un mail, mais vous venez de passer peut-être plus d'une demi-heure, peut-être 40 minutes, dans une histoire de paroles qu'on a refusé d'entendre. Alors une parole de plus, au bon endroit, au bon moment, ça compte. Ce n'est rien de mourir. Ce qui est affreux, c'est tout ce qu'on organise, méthodiquement, budgétairement et légalement, pour empêcher certaines personnes de vivre. Et la seule chose qu'on leur propose pour réparer l'affreux, l'unique alternative offerte à ce calvaire, c'est un formulaire qui va leur permettre de quitter cette société, les pieds devant.